Bonjour, Monsieur Hibert, Monsieur De Palma, Monsieur Save, bonjour. Euh, Merci d'être là. On va commencer la réunion dans 3-4 minutes. On commencera vers 9h33, 9h34, histoire de laisser les gens venir. Bonjour Jean-François, C'est Florent, ça va? ça va et toi? Ça va. Logiquement, il y a Dominique qui devrait se connecter. Ok, très bien, très bien. Voilà, bah merci de participer. Toujours curieux. Super. Je vois que Florent a toujours son réseau. Bonjour. 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 Bonjour à tous. Allez. Comme je disais, on va attendre 2-3 minutes avant de commencer, que les gens viennent petit à petit. Bonjour Romain. Bonjour Frédéric. Ça vient au fur et à mesure. Bonjour, monsieur Évrard. Bonjour. Oh. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Ça arrive au fur et à mesure. Super. Oui. Bon, il y a une relance hier de toute manière, donc. Eh ben, nous allons commencer parce que bon, on va pas attendre, ça fera venir les gens. Je vous remercie d'être présent. Je me présente d'ailleurs. Frédéric Cabas, je suis responsable formation et événements, animation réseau du pôle Smart Power. Et on est là pour un webinaire compteur d'essai et borne de recharge. Donc tout d'abord un petit point sur le pôle, hein. On est un pôle de compétitivité du secteur de l'énergie qui regroupe à peu près 250 adhérents, dont 70% d'entreprises, réparties sur 3 grandes régions que sont la région Centre-Val de Loire, les Pays de la Loire et la Nouvelle-Aquitaine. Et puis, on a aussi un bureau à Bruxelles où nous avons 2 collaborateurs en charge des projets européens. Sachez que le siège se situe à Tours, sur le site d'ST Microelectronics, pardon, où nous sommes une petite dizaine. Et puis, en Pays de la Loire, comme en Nouvelle-Aquitaine, nous avons 2 chargés de projet en charge des adhérents et puis des partenaires présents sur ces territoires. Notre objectif, hein, c'est vraiment d'accompagner les entreprises de la conception à la mise sur le marché de produits et services innovants dans le domaine de l'énergie. On a sur ces thématiques-là
4 domaines d'activité stratégiques que sont les réseaux électriques intelligents, les bâtiments et territoires intelligents, les systèmes électriques pour les mobilités et enfin l'électronique qui est un des piliers fondateurs du pôle depuis 2005. Aujourd'hui, on est regroupé en effet pour des événements, mais on propose aussi des formations qui sont animées par nos adhérents. On a aujourd'hui 25 formations sur des thématiques en lien avec la transition énergétique et puis des thématiques complémentaires telles que la posture managériale, maîtrise à l'oratoire, qui viennent justement en complément des formations qu'on propose. Enfin, ce qui nous réunit, surtout, c'est les événements. On anime un réseau, comme je vous ai dit, sur 3 régions. Donc, on propose effectivement des conférences, des rendez-vous en présentiel sur les thématiques que traite le pôle. On propose aussi des visites d'entreprise. Et enfin, on propose des webinaires plus accessibles qui vous permettent d'interagir en distanciel. Et c'est ce pourquoi nous sommes regroupés aujourd'hui. Donc, on va avoir le plaisir d'avoir 3 intervenants, 2 du LEM. Florent Balboni et Jérémy Popardin qui se présenteront lors de la présentation et Julien Frigo d'E4Box. Voilà. Je vais vous laisser, Jérémy, partager votre présentation. Et puis, je vous souhaite un webinaire. Au terme de ce webinaire, on échangera. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les transmettre dans ce qui est destiné aux questions et réponses. Je les poserai aux intervenants. Donc, n'hésitez pas à interagir en fin de webinaire. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Est-ce que vous voyez correctement? Oui, oui. Génial. Bonjour à tous. Effectivement, donc le sujet de la présentation d'aujourd'hui, c'est, comme l'a dit Frédéric, les compteurs d'énergie DC et les bornes de recharge, qui sont, je pense, de notre point de vue, des sujets vraiment très intéressants. Des éléments du smart grid, et parce que c'est un écosystème qui est en évolution forte en ce moment. Donc on a souhaité effectivement présenter ça. Et je remercie le pôle Smart Power pour nous avoir donné cette opportunité. Donc si on se présente peut-être pour commencer, donc juste pour l'agenda, on va faire un petit tour de table, on va présenter nos sociétés respectives, LEM et EVBox. Ensuite, on parlera du smart grid et de ses enjeux d'un point de vue compteur et capteur compteur et d'un point de vue borne de recharge. Et ensuite, on ira un peu plus loin dans les applications EV charging, parce que comme on disait, c'est vraiment, je pense, un exemple typique des nouveaux enjeux du smart grid. Et puis, en fin de session, vous aurez la possibilité de poser des questions complémentaires. Toutefois, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, si besoin. Je me présente rapidement, Jérémy Popardin, donc je suis responsable commercial sur la France, l'Angleterre et Global Key Account Manager, donc responsable d'un grand compte à l'échelle globale. Et on travaille avec EVBox depuis de nombreuses années. Et Julien, je te laisse te présenter. Merci Jérémy. Bonjour à vous tous en ligne. Donc, je suis Julien Frigo. Je représente la société EVBox, qui est un fabricant français de bornes de charge pour voitures électriques. Donc, je suis un passionné par la mobilité électrique et je travaille donc chez EVBox dans ce sens depuis plus de 17 ans. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis actuellement architecte système donc chez EVBox. Et Florent, on a vu ton nom, tu veux peut-être quand même t'introduire. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc Florent Balboni. Donc je travaille aussi chez LEM avec Jérémy et je suis Global Product Manager. Donc je m'occupe des gammes de produits que LEM fournit pour les applications de recharge de véhicules. Donc que ce soit de la recharge AC, des recharges DC, on verra tout ça dans le webinar. Je suis basé en France, tout près de Lyon. Ça fait 8 ans que je travaille chez LEM. Et je suis passionné par toutes les applications courant continu, par l'électrotechnique, je suis ingénieur également. Et donc ravi d'être avec vous pour ce webinaire. Puis on a hâte de partager avec vous ce qui se passe dans les dernières technologies pour les bornes de recharge rapide, pour les capteurs de courant et les capteurs d'énergie chez LEM. Donc ravi d'être avec vous pour ce webinaire.
Merci beaucoup. Donc, on va commencer les présentations société. On va commencer par Lem et ensuite, Julien, je te laisserai prendre la suite. Entendu. Pour ce qui est de Lem, alors je pense que tout le monde ne connaît pas Lem. Ici, on a quelques personnes. Je connais quelques personnes parmi l'auditoire, mais on va représenter. Donc Lem, c'est une société qui a plus de 50 ans d'expérience, qui a son siège à Genève, donc en Suisse, qui compte plus de 1500 employés, 2000 produits actifs. On a 4 centres de R&D, un en Suisse, un en Chine, un en Bulgarie et un gros centre de R&D à Lyon, justement, là où sont designés les compteurs d'essai. Et 4 sites de production. On va retrouver des sites de production à Genève, en Bulgarie aussi, en Chine et en Malaisie. Voilà, donc là, dans l'idée aussi de pouvoir, je dirais, avoir dupliqué certaines lignes de production pour être capable d'aller vendre un peu partout dans le monde avec ce qu'on sait ce qui se passe. Et voilà. Notre expertise, elle est vraiment complète. Elle part du design, même ASIC, au développement produit, au développement logiciel. On a des compétences mécaniques, des compétences donc logicielles, hardware. Elle est très large. Le but, c'est vraiment de designer, de produire les capteurs du début à la fin. Donc J-capteur ou compteur, hein, bien sûr. Pour ce qui est de la gamme, on a essayé de faire un résumé. Alors 2000 produits, c'est large. On a essayé de résumer ça sur un slide. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez une application qui nécessite une mesure électrique, Lem puisse se positionner. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on va du capteur très bas courant. Alors là, on parle des capteurs de courant résiduel qui vont en fait pouvoir mesurer, faire passer plus de courant, mais qui vont chercher à mesurer des faibles différences de courant. Aux capteurs donc très haut courant jusqu'à plus de 42 000 ampères, en passant par une gamme plus large. Donc on a une nouvelle gamme qui pourrait être intéressante si ça intéresse certains de développer ce sujet à part. Une nouvelle gamme d'ICS, donc des capteurs de courant intégrés. Une gamme historique avec tout ce qui va être montage PCB comme on voit là-haut. Des capteurs avec trou de passage. L'idée en fait c'est que quand vous voulez mesurer un courant, il y a des contraintes de courant, mais aussi des contraintes mécaniques. Et donc, en fait, on va pouvoir répondre à ces différentes contraintes, avec aussi des capteurs ouvrants. On va retrouver, donc là, c'est un exemple de capteur ouvrant de technologie Rogowski, qui permet le monitoring de consommation, donc qui est très utilisé aussi pour le smart grid. Des capteurs de tension, bien entendu. Donc là, on va les retrouver dans des applications aussi de stockage d'énergie. Le compteur d'essai, qui est peut-être le sujet du jour, hein, la star du jour. D'autres capteurs panel mounted, des capteurs que j'ai qualifiés d'ultra green parce qu'en fait ils sont coreless, avec moins de matière à l'intérieur pour mesurer de manière précise. Donc ça, ce qui est très intéressant quand on va chercher des mesures hautes avec des forts courants. Et puis, je dirais qu'il s'applique à tous nos clients finalement, des capteurs extrêmement précis pour les bandes test. Voilà, qui sont vraiment une gamme historique aussi qui fonctionne très très bien chez M. Et si on rentre un petit peu dans le détail de la borne de recharge, on va retrouver 2 types de recharge, la charge AC et la charge DC. Dans la charge AC, on va retrouver, comme je disais tout à l'heure, les capteurs de courant résiduel, avec un nouveau capteur ici qui est le CDTL, qui vient dans les bornes de recharge AC, et des capteurs de courant intégrés, là aussi, donc avec la nouvelle gamme de GXL. Encore une fois, on ne va pas forcément détailler ça aujourd'hui, mais si tout ce qui est capteur de courant autre que les compteurs d'essai vous intéresse, n'hésitez surtout pas à me contacter, on pourra en rediscuter en off dans un second temps. Et au niveau recharge d'essai, on va retrouver
le premier compteur d'énergie DC, le DCBM. Alors, si vous m'entendez parler de DCBM, DCES, désolé, c'est le jargon, n'hésitez pas à couper. Donc, le DCBM qui est la première génération ici, et le DCES qu'on retrouve ici, qui est la deuxième génération. On voit ici que dans le DCBM, on a un compteur avec l'écran qui est attaché, et ici, vous voyez qu'il est détaché, donc c'est une des nouveautés. On reviendra là-dessus plus tard. Et puis dans les bornes de recharge, vous avez aussi des modules de puissance. Et là, on a aussi toute une gamme de capteurs qui peuvent s'intégrer dans les modules de puissance. Voilà. Et si maintenant, je disais tout à l'heure que pour chaque application, on retrouvait un capteur. Et vous voyez ici, de manière très imagée, là où vous voyez un point vert, vous avez un capteur de courant finalement. Donc ça peut être, comme on disait, dans les bornes de recharge, mais aussi dans les trains, dans les automates industriels, dans les scanners pour le médical, dans des vélos électriques, à la sortie de panneaux solaires. Voilà. Donc c'est très très varié. Et je laisse la main à Julien. Et tu n'hésites pas donc à me demander de passer les slides, il n'y a pas de problème. Ouais, merci d'y penser, merci pour la présentation de vos solutions. Donc maintenant, je vais vous présenter plus en détail la société VBox. Donc au sein de la mobilité électrique, nous sommes un concepteur et un fabricant de bornes de recharge pour voitures électriques. Et donc au quotidien, nous nous efforçons de satisfaire les exigences du besoin client, à savoir des chargeurs fiables et dimensionnés au plus juste pour optimiser le retour sur investissement. Voilà, donc vous avez en photo une présentation de nos derniers chargeurs dans un environnement lié à la recharge. Voilà. Donc nous sommes spécialistes de la bande de recharge rapide en courant continu, donc en courant DC. Précédemment, Jérémy vous a fait un peu un visuel sur les charges AC et les charges DC. Donc nous, on va se concentrer lors de ce webinaire sur la charge en courant continu DC. Donc nous sommes basés en France et nous concentrons notre activité de R&D et de production dans un même bâtiment à Léognan, près de Bordeaux. Un deuxième site à proximité est également dédié au support technique. Donc, comme vous le comprenez, nous sommes un concepteur et fabricant. Ainsi, nos moyens d'essai, nos ingénieurs, notre production et notre support sont tous réunis localement. Nous apportons de l'importance à une production made in France et une éco-conception de nos produits. Et donc, nous sommes portés par trois grands facteurs différenciants. Nous sommes toujours en quête de proposer des solutions innovantes, qu'elles soient les premières à être mises sur le marché ou qu'elles soient également brevetées. On s'efforce on s'efforce de proposer des chargeurs qui offrent également une flexibilité, une modularité tout au long de la vie du produit, que ce soit dès son montage sur la ligne de production, au niveau du service après-vente, ou encore donner la possibilité d'upgrader, de mettre à niveau le chargeur sur le terrain plus tard. Et évidemment, un de nos axes principaux est la qualité et la performance de nos produits et de nos équipes et donc de notre entreprise. Je vais passer au slide suivant. Une question de la part de M. Evrard. Alors, je ne vais pas cliquer dessus. Je ne sais pas si Frédéric, tu peux, tu peux la lire. L'objectif, c'est de traiter les questions en fin de. Enfin, ça sera plus simple pour la présentation. Je passe alors. Ok. Non, c'est rien. N'hésitez pas à les poser. Ça marche. Merci en tout cas pour les questions qui arrivent. Donc à ce jour, nous avons déployé plus de 8000 points de charge à travers le monde. Bon, voilà, vous avez une petite cartographie des principaux chargeurs installés en Europe et en bas à droite un petit peu aussi au Moyen-Orient. Nous avons effectivement un peu plus de 150 collaborateurs à travers l'Europe et bien que l'entreprise ait maintenant 19 ans d'ancienneté, on a 15 ans d'expérience dans le domaine de la recharge en courant continu, donc en courant DC. Donc, je vais vous parler également de qualité de performance. Donc, un premier indicateur que je voulais présenter ici pourrait être les 99,7% de temps de fonctionnement de nos stations. Alors, cela signifie
effectivement, qu'en arrivant devant un chargeur EVBox, vous avez 99,7% de chances, statistiquement parlant, d'être devant un chargeur fonctionnel prêt à charger votre véhicule. Et ce score tient compte des coupures de courant liées aux maintenances préventives, qui sont obligatoires. C'est un peu comme votre voiture que vous amenez au garage. À un moment donné, il faut quand même passer par la case de vérification. Et tient compte également des coupures non prédictives, voilà, des travaux, des tempêtes et autres éléments qui feraient que la borne ne peut pas fonctionner. Donc c'est un taux élevé que l'on souhaite sans cesse améliorer. Tu peux passer, merci. Donc, nos compétences R&D nous permettent de ne pas être simplement un intégrateur de solutions, mais vraiment d'être un concepteur de nos propres solutions de charge. Donc, en effet, nous maîtrisons l'architecture globale de nos produits, du hardware au software, tout est pensé, conçu par nos équipes. Il y aura donc nécessairement un produit qui correspond à un besoin client, étant donné que nous sommes en mesure d'adapter nos produits à tout besoin. Donc ce besoin, il peut être normatif. Je pense récemment, on a beaucoup travaillé sur l'amélioration au niveau de la cybersécurité. Donc là, on a été contraint, c'est les normes qui ont évolué. Ce besoin, ça peut être également un besoin de ranger un cordon de charge, d'augmenter la portée de distance à laquelle je peux brancher mon véhicule. Je peux parler furtivement, bon, c'est pas le sujet de la discussion, mais ça peut faire parler de sujets qu'on a en tête récemment. Le vol de câbles de cordons de charge sur les bandes de charge, c'est un véritable fléau. Là aussi, on a su développer des solutions qui sont en cours de déploiement. Je peux passer au suivant. Donc c'est ainsi que nous retrouvons donc la base de nos idées, toute une gamme de produits assez étendue pour couvrir différents besoins. Donc là en image, vous avez notre portfolio de bandes de charge qui s'étend de 40 kW. Donc pour nous, c'est le chargeur le moins puissant à 1 MW. Donc si je commence par le chargeur le plus à gauche, qui est le plus petit, donc du fait de son nom, il s'appelle le Tronic Compact Modulaire. C'est un nouveau produit de ce début d'année que l'on propose donc entre 40 kW et 200 kW de capacité de charge jusqu'au véhicule. Et ensuite, nous retrouvons des chargeurs que vous connaissez, que vous pouvez voir déjà au quotidien un peu partout en Europe. Donc le Tronic Modular, qui lui est capable de charger de 90 à 240 kW. Le Tronic High Power, qui lui peut monter jusqu'à 400 kW, bien que la dimension soit identique à la dimension du Tronic Modular, son prédécesseur. Et également, nous avons une gamme Tronic Ultra High Power qui commence à 480 kW et peut finir jusqu'à 1 MW de puissance. Donc ces chargeurs ici, on a un portfolio, mais ils sont adaptés en nombre et en puissance sur les stations. Donc les stations, elles, sont dimensionnées aux besoins. Donc je peux penser à des aires d'autoroute, des parkings publics, parkings privés, des supermarchés, des centres-villes, parkings souterrains, ou encore des situations particulières, on en parlera à la fin, que peuvent être également la charge de camions électriques. Voilà, et donc vous pouvez voir par exemple une présentation derrière ma fenêtre. Super. Je passe. Vas-y. Ok, voilà. Bon, le Smart Grid, c'est en jeu. Très bien. Merci Julien pour cette présentation. Ce que j'ai pas dit en introduction, mais qui peut être aussi intéressant, enfin, que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, c'est vrai que quand le pôle Smart Power est venu vers nous pour faire une présentation des compteurs et nous a proposé d'inviter aussi un client. C'est vrai qu'on a pensé à EVBox parce que finalement, vous le voyez, dans l'idée, on a un peu les mêmes valeurs déjà de qualité. Vous avez le Made in France, on a notre R&D à Lyon. Et puis en fait, nous, ça collait aussi bien avec le lancement de notre DCES qui sort officiellement, je pense, d'ici quelques deux semaines. Et puis EVBox qui sortait aussi sa nouvelle gamme.
Donc, c'est vrai que c'était aussi intéressant de faire ce webinaire ensemble. Alors, si on parle Smart Grid, et ça va en fait introduire l'évolution de nos capteurs et de nos bornes. Historiquement, c'est vrai qu'on a une organisation du grid, sans rentrer dans les détails, qui est plus simple que, je dirais, que maintenant. Historiquement, on part de la haute tension, moyenne tension, vers la basse tension. Ensuite sont venus se rajouter des fermes solaires, des éoliennes, et puis sur la moyenne tension, et puis à l'échelle un peu plus résidentielle, des panneaux solaires aussi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que sont venus s'ajouter là-dessus, justement, les infrastructures de recharge et les véhicules de recharge, qui sont venus rajouter en fait une couche de besoins et de tension sur le réseau. Et puis on voit de plus en plus apparaître maintenant des systèmes de stockage qui vont se nourrir des panneaux solaires notamment, qui vont venir alimenter les bornes de recharge. Les bornes de recharge et les voitures électriques surtout, vont pouvoir aussi jouer le rôle de stockage d'énergie. Donc on voit finalement qu'on a de plus en plus de complexité sur un réseau, que aussi le particulier finalement peut commencer à jouer sur son propre réseau pour avoir son microgrid d'essai. Et le consommateur ne veut pas être simplement consommateur, mais aussi, on dit prosumer, producteur et consommateur. Et donc on va aussi avoir des compteurs d'énergie au niveau des bornes, des systèmes de stockage d'énergie, et des bornes de recharge qui vont travailler dans un sens, dans le sens remplissage, je dirais, mais aussi dans le sens fourniture d'énergie. Et de manière générale, donc le fait qu'on ait toute cette architecture locale, ça va rajouter un nombre de capteurs important. Ça va demander des solutions sécuritaires, en termes de cybersécurité, qui vont demander de la flexibilité d'installation. Ça, c'est super important. Julien en a parlé un petit peu plus tôt. Je pense que personnellement, s'il y a un point sur lequel j'ai envie d'insister aujourd'hui, c'est peut-être celui-là, avec la sécurité, mais c'est vraiment cette flexibilité, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, quand vous installez une borne, vous n'avez pas envie qu'elle dure 2 ans. Donc ça veut dire que le capteur dedans, il doit être aussi évolutif. Il doit répondre aux besoins qui vont évoluer, parce qu'aujourd'hui, ce réseau-là, il est en train de vraiment changer, je ne vais pas dire tous les jours, mais il change régulièrement. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus, Julien, mais... Non, mais c'est évident. Donc, quand on parle de téléphonie mobile, voilà, au bout de 6 mois, on est assez dépassé, mais on n'a pas l'impression que c'est le cas pour une borne de charge. Au contraire, les bornes de charge, c'est des produits connectés, innovants, qui finalement sont rapidement dépassés. Et nous, on court sans cesse à travers un processus qui consiste à améliorer, suivre, mettre au goût du jour le chargeur sans pour autant devoir le remplacer rapidement. 2 ans sur un chargeur, c'est peu. Voilà, un chargeur, ça doit tenir 10 ans installé sur le terrain. Et en 10 ans, voilà, si je reviens 10 ans en arrière, voilà, regardez déjà l'évolution de la téléphonie, c'est un peu pareil pour les bornes de charge, hein. Exactement. Donc, Exactement. très important. Et voilà. Et en fait, ça fait le lien donc du coup avec parce que là on parle de la borne de recharge, mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup d'évolutions sur le réseau, et la borne de recharge, c'est vraiment un exemple qui est fabuleux. En plus, parce que moi, c'est un sujet qui me passionne, parce que c'est un sujet qui est à la fois pour vous en tant que professionnel, mais aussi pour vous en tant que particulier, qu'utilisateur.
Et, moi, je me souviens, enfin, en 2020, je travaillais pas encore chez LEM. Une borne de recharge, je savais pas trop ce que c'était. Limite, la voiture électrique, ça me faisait peur. On voyait 4000 points de recharge d'essai en France seulement. On était sur des niveaux de puissance de 50 kW. Aujourd'hui, vous regardez une borne de 50 kW, vous lui riez au nez. En tout cas sur l'autoroute. Et je vais parler là du point de vue vraiment compteur. On ne savait pas ce que c'était un compteur, en fait. Il fallait imaginer la solution. Il fallait comment s'adapter à des normes qui n'existaient pas. Donc il fallait prévoir un petit peu les normes, il fallait comprendre comment ça allait évoluer. Il fallait comprendre comment on allait intégrer ces compteurs dans une borne. Et c'est là aussi où il y a eu un travail déjà à l'époque entre EVBox et LEM pour voilà, bien comprendre. Donc on a eu cet échange-là pour bien comprendre comment ça allait fonctionner. Et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs d'être les premiers sur le marché à sortir un compteur certifié. Et puis d'un point de vue borne, je pense que tu voulais aussi, enfin il y a aussi des points, mais voilà, il fallait donner confiance à l'utilisateur. Je te laisse compléter. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que effectivement, en 2020, déjà, la réglementation n'autorisait pas la vente d'électricité sur la voie publique. Donc, les opérateurs, nos clients, en fait, facturaient autrement. Donc, c'était au temps de charge, au stationnement ou rajouter des frais annexes d'abonnement ou autre. Mais jamais l'énergie était réellement facturée à ce qu'elle était consommée au plus juste. Donc, 2020, ça marquait vraiment un tournant avec l'arrivée de vos premiers compteurs DCBM. Vous avez été, enfin, pour nous, EVBox, vous avez été vraiment précurseur dans le domaine, hein. Donc, on avait enfin un compteur dans les mains et l'intégration en a été simple, hein, de la collaboration d'époque déjà. C'était pas un défi finalement technique. Par contre, le défi, il a été plus de faire prendre conscience à nos clients, de les accompagner sur le fait que ce compteur était nécessaire, hein. C'était un élément en plus à rajouter au chargeur qui n'était pas finalement un élément fonctionnel. Sans compteur, la borne, elle marchait très bien. Par contre, il fallait faire comprendre que le besoin derrière, il allait être nécessaire, obligatoire. Et ça a finalement décomplexifié beaucoup de travaux, non, d'options, de features sur notre chargeur, avec l'arrivée de la facturation, de la mesure métrologique, on a pu commencer à facturer également, donc rajouter des moyens de paiement sans contact sur place. Ça a été vraiment superbe. On limitait enfin le fait d'avoir 15 badges RFID dans nos poches pour traverser la France l'été avec la famille en voiture électrique. En parallèle, voilà, entre 2020 et 2026, la technologie a évolué, les puissances ont suivi également l'évolution des dimensions des batteries et l'évolution technique des véhicules. Et nous, effectivement, on a toujours été en quête d'agrémenter, de simplifier l'usage de nos produits avec des interfaces aux machines toujours plus simples, plus fluides, même plus grandes. Rajouter des langues de traduction sur l'écran, c'est bête, mais à une époque, on fournissait 4 langues, donc on essayait de mettre les pays limitrophes au site d'installation du chargeur. Aujourd'hui, on peut sélectionner plus de 25 langues dans n'importe quel chargeur en Europe sur nos produits. Parce qu'effectivement, juste, je traduis un tout petit peu. C'est vrai que ce qui est assez rigolo avec la borne de recharge, c'est que vos clients, c'est des investisseurs. C'est des Exactement, gens ça, faut qui pas veulent l'oublier. que la borne elle soit utilisée. Mais celui qui voit la borne au quotidien, c'est l'utilisateur. L'utilisateur, tout à Et donc, fait. il faut à la fois plaire à cet utilisateur, il faut que cette borne elle soit facile d'utilisation, il faut qu'elle soit jolie, il faut qu'elle donne confiance, il faut qu'elle donne envie. Et à la fois plaire à l'investisseur qui, lui, finalement, veut vendre de l'énergie, Exactement. veut la rentabiliser. Et c'est vrai que c'est vrai que bah, je vais te laisser finir ensuite, mais il faut arriver à plaire aux deux. Et au début, en 2020, on ne savait pas trop où est-ce qu'on allait. Et si je prends l'exemple du DCBM, du compteur DC qu'on avait avant, c'est vrai que LEM étant quand même connu pour sa qualité, on est allé vers un capteur, un compteur qualitatif. Voilà, mais
on n'avait pas la flexibilité qu'on a avec le DCES. Je reviendrai là-dessus après, mais par contre, je peux te laisser finir effectivement du coup sur ce qui se passe en 2026. Et tu as raison, donc on a toujours été à l'écoute des utilisateurs de nos produits et surtout de nos clients, donc c'est bien d'avoir pointé ça. Et donc quand on se met à leur place et que nous, EVBox, on a la technicité en tête, on essaie d'associer les deux, on se demande comment faire pour améliorer le quotidien de nos clients, maximiser leurs revenus, améliorer le rendement global de la station, comment optimiser cet investissement. Et cela nous oblige constamment à améliorer, innover, se remettre en question sur nos gammes produits. Et s'entourer de fournisseurs comme vous, LEM, qui êtes souvent en avance technique sur le marché et qui proposez des produits fiables, c'est forcément aussi un pas bénéfique pour simplifier la complexité de ce qui entoure la mobilité électrique. J'ai tendance à dire souvent quand je donne des formations que une machine à café est une machine à café, voilà, donc on peut juger que le café est meilleur d'un autre, etc. Les bornes de charge, voilà, moi, ça fait 17 ans que je suis dans le milieu. On se dit, bon, voilà, une borne, ça recharge un véhicule. Ben non, c'est sans cesse en évolution et on ne peut pas se permettre de figer un design sur 17 ans. Ce n'est pas possible. Donc, nos produits sont connectés à Internet, c'est obligatoire. On peut les contrôler, les maintenir à distance, les surveiller. On peut rajouter des fonctions au fur et à mesure du chargeur et donc répondre toujours à une constante évolution. Et là, je me mets aussi dans la peau de l'utilisateur, encore une fois. Ce qu'on a vu aussi, c'est que les usages se précisaient. C'est-à-dire qu'en 2020, on ne savait pas trop comment est-ce qu'on allait traverser la France. On savait qu'on allait se charger chez soi le soir, mais sinon, pour le reste, c'était un peu compliqué. Là, aujourd'hui, 2026, 6 ans plus tard, on voit que, et c'est comme ça que je pense que vous avez designé vos bornes et vos architectures, on sait comment ça se passe pour le quotidien, comment ça se passe pour l'autoroute, comment ça se passe pour les camions, quand est-ce qu'on va se recharger au supermarché. Et donc, c'est ce qui nous permet de faire évoluer les bornes aussi avec cette expertise-là. Et nous, comme je disais, on a travaillé ensemble sur le DCBM pour avoir un produit qui soit adapté aux besoins du marché, et merci encore pour ça. Et on a répliqué cette méthode de travail pour le DCES. Sur le DCES, aujourd'hui, on a un capteur qui accompagne ce besoin de flexibilité. C'est-à-dire qu'on a bien compris, nous, en tant que fabricant de compteurs, qu'on était aussi une pièce importante. Et le DCES, c'est pour ça qu'il n'a plus l'écran obligatoire. Typiquement, c'est que demain, si EVBox ou un autre client de fabricant de recharge souhaite enlever cet écran parce qu'il estime que c'est mieux pour son architecture, il peut le faire. On a la possibilité de faire évoluer notre logiciel au fur et à mesure de la vie de la borne. Ce qui permet, là aussi, de faire évoluer les bornes sans avoir forcément à faire des interventions lourdes, des remplacements, sans avoir besoin d'arrêter la borne pendant des jours. Donc, ce qui est important pour le client, le CPO dans ce cas-là, l'investisseur. Et donc, c'est vraiment dans cette idée-là qu'on a construit le DCES, et c'est une vraie, on voit, hein, c'est une vraie réussite technique et en termes de flexibilité, d'adaptabilité. Et juste, je reviens aussi un petit peu sur les performances du DCES, parce qu'on a parlé des performances des bornes. En 2020, les bornes, c'était donc de la petite borne, 50 kW, et puis ça montait un petit peu. Donc on avait fait un compteur qui mesurait 80 ampères, un compteur 400 ampères et un compteur 600 ampères. Aujourd'hui, avec l'expertise, l'expérience qu'on a, on a réussi aussi à limiter le nombre de références, parce qu'avant, il y avait les questions de normes, H-Recht, LNE, MID, enfin, c'était assez complexe, ce qui rendait aussi les approvisionnements compliqués. Aujourd'hui, grâce au travail de Florent et de l'équipe R&D, on a réussi à limiter le nombre de références à un compteur 600 ampères, qui est plus précis que la version précédente et donc qui permet finalement de couvrir les 400 ampères, donc une référence au lieu de deux, et qui va adresser tout le marché européen, MID, H-Recht, LNE, donc une référence pour tout.
et un compteur 1500 ampères, donc là qui est plus gros et qui va adresser les méga charging stations. Je confirme effectivement que pour nous, c'est du pain béni d'avoir une référence à gérer dans nos stocks, sur la ligne de montage, etc. Plutôt que de livrer des chargeurs sans savoir quelquefois où elles vont être installées. Un client basé en France peut très bien aller installer un chargeur sur une frontière en Allemagne. Et donc le compteur, lui, malheureusement, c'est pas le bon. Avoir une référence de compteur multi-standard, c'est superbe. Ça. Merci. Et donc, on va passer au slide suivant. Il y a un petit slide sur le légal. Effectivement, comme disait Julien, c'est que maintenant, la métrologie, elle est légale, elle est obligatoire. Donc, contrairement à 2020 où il y avait encore une zone grise, aujourd'hui, on a des clients de clients, donc des investisseurs, effectivement, qui sont obligés de mettre des compteurs d'essai normés, voilà, pour pouvoir facturer. Mais ça a aussi des avantages. Un des avantages, par exemple, c'est que quand vous faites votre calcul d'énergie, dans le cadre du décret BAX, vous pouvez soustraire l'énergie qui a été utilisée par les bornes dans le calcul d'énergie utilisée. Ça a aussi un autre avantage, c'est que ces compteurs, ils sont, comme on l'a dit, plutôt très bons en termes de cybersécurité. Et ce qui fait que vous êtes sûr aussi que ce que vous utilisez, ça n'a pas été violé par une personne externe. Donc ça reste, en plus d'avoir une fonction légale, ça a aussi un intérêt dans les usages. Et puis ça peut être aussi servir pour des flottes semi-privées où vous voulez les utiliser en privé, mais vous pouvez vouloir aussi refacturer à certains moments à de l'extérieur. Vous voulez certainement parler de cette nouvelle architecture absolument formidable. Oui. Merci Jérémy de me tendre la perche. Donc effectivement, l'an dernier, nous sommes penchés sur le besoin concret de nos clients. Donc comment vraiment optimiser leur retour sur investissement d'une station. Je ne parle pas juste d'une borne, c'est vraiment d'une station globale. Dès son dimensionnement, dès son installation, et ça même sur le long terme. Comment également maintenir un service maximum à l'utilisateur, donc le conducteur de véhicule qui va venir se brancher. Donc nous avons pensé, conçu et même breveté une solution que l'on appelle le DDA, qui répond à ça. Vous allez me dire, très bien, 3 lettres, qu'est-ce que c'est que le DDA? Bon, ça tombe bien, je vous le présente. Donc le DDA, c'est une architecture distribuée, décentralisée, qui permet en fait, qui réalise la connexion des chargeurs entre eux au sein d'une même station. Cette architecture fait de l'ombre en fait à l'architecture distribuée centralisée, CDA donc, et je vais essayer de vous expliquer tout cela. Donc pour commencer, si je prends un chargeur unique, voilà, donc un chargeur dit autonome, donc c'est l'image que vous avez en haut à gauche. Si un véhicule vient se brancher sur ce chargeur, la puissance de charge qui va être possible au véhicule est limitée à la puissance propre du chargeur. Donc si ce chargeur fait 80 kW par exemple, la charge du véhicule va être limitée à 80 kW. Partant de ce principe, si je me positionne maintenant plutôt sur l'image qui est en bas à gauche de ce slide, si je positionne 5 chargeurs de 80 kW sur un même parking, voilà. Je vais toujours prendre la même voiture, là, cette même voiture vient seule sur le parking, devant une borne, choisir n'importe laquelle. Et encore une fois, bien que j'ai une station maintenant de 5 bornes de 80 kW, donc 400 kW sur le papier, la voiture va se garer devant la borne et, encore une fois, je vais être limité à charger à 80 kW. Donc c'est aberrant parce que j'ai installé une station de puissance et je suis toujours limité à la performance propre de mon chargeur. Bon. Si tu peux me permettre, Julien, Ouais. En plus de ça, une voiture qui n'aurait pas besoin de 80 parce qu'elle serait en fin de charge, Ouais. prend en plus la place d'une borne qui peut proposer plus. Tout à fait. Donc
Dans les faits, nos bornes sont également équipées de 2 cordons de charge, donc on peut charger deux voitures en même temps. Là, le partage se fait j'en parlerai un peu plus tard, par step de 40 kW. Donc, au mieux, j'aurais divisé 40 kW des deux côtés. Mais concrètement, quand je vais vous expliquer l'intérêt du DDA, vous allez vite comprendre l'intérêt de cette architecture. Si j'approfondis un peu, que je prends l'architecture, donc proche de l'image que vous avez toujours en bas à gauche, ce qu'on appelle une power unit, donc une armoire qui va, elle, se raccorder au réseau électrique et convertir de l'énergie en courant continu et distribuer ce courant continu à des satellites. Eh ben, la problématique de cette architecture, notamment, c'est que je vais prendre beaucoup d'empreintes au sol. Donc, je rajoute en plus de mes satellites qui sont en face de mes places de parking, donc une empreinte au sol, donc du foncier. Je vais commencer à attirer des longueurs de câbles entre ma power unit et mon satellite qui font passer sur des longues distances des courants continus forts, des courants de charge des voitures. Aujourd'hui, sur un véhicule standard, on peut monter à 500 ampères, voire un peu plus pour certains véhicules. Et donc, de ces problématiques, on s'est dit, enfin, on ne les voyait pas comme des problématiques jusqu'ici, mais de ces architectures, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas réinventer quelque chose de simple et qui remette vraiment à plat les concepts d'aujourd'hui? Donc, la technologie DDA, c'est l'image que vous avez sur la droite. Et donc, on va interconnecter des chargeurs standards, chargeurs EVBox, et les bornes entre elles vont pouvoir se partager la puissance, se distribuer entre elles la puissance de chacun des chargeurs. Donc concrètement, si je reviens à l'exemple de ma voiture qui arrive sur la station, j'ai toujours 5 chargeurs de 80 kW installés sur un parking de manière traditionnelle. La nuance, c'est que le véhicule qui va arriver sur n'importe quel chargeur, voilà, il vient devant un chargeur, il se branche, et là, je vous l'affirme, le point de charge sur lequel le véhicule est branché va pouvoir fournir 400 kW. Il va pouvoir fournir la somme totale de l'ensemble des puissances disponibles sur la station. Donc 5 fois 80 égale 400 kW. J'occupe au sol la même place physique que d'installer 5 chargeurs conventionnels. Je n'ai pas eu besoin de rajouter une power unit. J'ai dimensionné une station de 5 chargeurs, donc j'agrémente le nombre de points de charge sur la station avec une disponibilité de puissance maximum à n'importe quel point de charge. Les voitures puissantes sont chargées rapidement, aucun chargeur reste inerte dans l'attente d'un probable véhicule, chaque chargeur est sollicité, quelle que soit sa position physique sur la station. Donc résultat, conclusion hein, pour ma station, beaucoup plus de points de charge, beaucoup plus de puissance disponible sur n'importe quel point de charge, un coût de matériel réduit à l'achat, un coût d'installation réduit et du foncier réduit. Parce qu'effectivement, quand je fais la somme de mes longueurs de câbles et la somme des types de câbles que je dois installer entre une installation DDA et une installation CDA, c'est mathématique. On a déjà fait le calcul avec des installateurs. J'ai un coût réduit de câbles, j'ai des pertes moindres et donc une rentabilité qui s'améliore. Donc le rendement global de la station est directement impacté. Et ça, c'est que du bonheur. Et même encore une fois, hein, pour l'utilisateur, bah, c'est vrai qu'il n'a pas la frustration de se dire qu'il n'a pas toute la puissance. Il va pouvoir charger rapidement, même si il y a 5 autres voitures, parce que les 4 autres voitures, elles vont être en fin de charge, et donc du coup, elles vont pas prendre beaucoup d'énergie, par exemple. Actuellement, tout à fait, sur certaines stations, on va avoir des clients qui vont installer un chargeur 240 kW, et puis à côté un chargeur 120 kW, et puis des places de parking de couleurs différentes, histoire d'avoir un aperçu visuel sur « Ah, là, celle-là, elle est plus puissante que celle-ci, mais si la place est occupée, c'est pas terrible. » Personne ne m'interdit d'avoir ma petite citadine et d'aller sur un superchargeur parce que c'est effectivement compatible. Donc, à une époque où nous, EVBox, on s'intéressait à se dire, ah, mais tiens, on va essayer d'afficher sur l'écran de la borne ou par un témoin lumineux, d'inviter l'utilisateur à aller plutôt sur cette borne pour favoriser sa puissance de charge. Ben, en fait, pas du tout. Là, on installe des chargeurs similaires.
et on a une fonctionnalité qui est identique, quel que soit l'endroit où l'utilisateur vient se garer. Et clairement, dans ce qu'on disait tout à l'heure, de la prise d'expérience entre ce qui s'est passé en 2026 et en 2020 et avant, à 2026, où il y a vraiment de la grosse prise d'expérience sur la connaissance de l'usage. Et pour faire vraiment une borne qui soit, enfin, pour répondre avec un produit à un usage et pas simplement une fonction, quoi. Tout à fait. Tu parlais effectivement des blocs énergétiques modulaires par 40 kW. Oui, tout à fait. Donc ça, on va parler du grain, de la finesse de nos convertisseurs de puissance. Donc c'est-à-dire que un véhicule qui est en fin de charge, donc c'est un véhicule qui va prendre peu de puissance. Moi-même, j'ai un véhicule personnel électrique. Hier encore, je voyais, il prenait 500 watts branchés à notre Tronic Compact Modular. Bon, c'est une maigre puissance, mais qui fait que malheureusement, il va solliciter un convertisseur. Ce convertisseur, il fait 40 kW. Donc, ça veut dire que pendant que ce véhicule charge à 500 watts, j'ai 39 500 watts que je ne peux plus réattribuer ailleurs. Je suis contraint de lui conserver un slot de 40 kW. Donc, on a sur le marché plusieurs grains de puissance. Donc, nous, on a fait le choix de garder un grain le plus faible possible pour justement essayer d'optimiser la consommation globale de la station pour que quand plusieurs véhicules prennent de la puissance, ben, voilà, ils saturent la puissance disponible de la station. Mais un véhicule qui, lui, malheureusement, prendrait moins, ne grève pas trop l'usage, la sollicitation globale de puissance de la station. Question intelligente, tu n'avais pas trop insisté dessus, mais encore une fois, ça fait référence à la compréhension des usages et au choix que peut faire l'investisseur finalement, le CPO. Oui, tout à fait. Et puis, ça permet également, donc avec la modularité que l'on a sur nos chargeurs, on peut également augmenter dans le temps la puissance du chargeur. Si vous avez compris justement l'architecture DDA, rajouter de la puissance dans un des 5 chargeurs revient à augmenter la puissance globale de ma station. Donc, si je viens upgrader la puissance, là où à une époque j'aurais dû upgrader la même puissance dans tous mes chargeurs pour être sûr de pouvoir avoir potentiellement la même puissance en tout point, là je viens juste rajouter éventuellement un convertisseur sur un des chargeurs disponibles et c'est toute la station qui va en bénéficier. Et le grain de 40 kW vient aussi du fait que la compacité, le volume et le poids de ce matériel est confiné et donc il est plus facile de venir également mettre à jour des chargeurs sur le terrain. Donc c'est un choix stratégique également. Il me fait penser que vous avez fait une très belle vidéo sur la facilité d'installation des bornes. On pourra peut-être partager le lien en plus dans la présentation. Il n'est pas dans la présentation, mais ça vaudrait peut-être le coup de mettre un lien là-dessus. Encore une fois, ça montre voilà, que une borne. Je pense que s'il y a un message aujourd'hui, et c'est valable pour le compteur aussi, hein, c'est que en fait, il y a le prix de la borne, il y a le prix du compteur, mais un compteur n'est pas un compteur. Voilà. Et une borne n'est pas une borne. Il faut aller un peu plus dans le détail et regarder vraiment le coût que vous allez payer à la fin, parce que si vous devez effectivement revenir sur un compteur tous les 6 mois, parce que le compteur il fonctionne pas ou que la borne ne fonctionne pas, etc., bah, ça va coûter beaucoup plus cher. Donc c'est en ce sens qu'a été développé le compteur chez nous, pour pouvoir justement aider les fabricants de bornes à être efficaces sur toute la vie du produit. Et je pense que c'est pareil voilà, pour vos bornes à vous. Aujourd'hui, non, mais c'est un point important. Donc, la mission de charger un véhicule, la mission première l'envie première de l'utilisateur, hein, c'est de pouvoir charger sa voiture rapidement. Maintenant, avec l'intégration de la facturation du compteur, si la facturation ne marche plus, bon, ben, c'est notre client à nous qui est lésé et l'utilisateur qui est content. Hein. S'il paye 0, bon, mais tant mieux pour lui, mais notre client à nous ne sera pas Il sera content. moins content. Voilà.
Au niveau du compteur, si le compteur ne marche pas, on peut se dire on peut charger quand même le véhicule, ce serait fonctionnel, mais malheureusement non. Si le compteur ne marche pas, la borne va bloquer la capacité de charge parce qu'on ne sera plus capable de facturer. Et on ne veut pas léser notre gestionnaire de parc. Et donc, il nous faut des compteurs fiables, il nous faut également des moyens de paiement fiables, etc. Et tout ça est une synergie dans nos bornes. On a parlé beaucoup de hardware, mais au niveau logiciel, on a également une gestion intelligente des flux d'énergie, de la gestion d'énergie au niveau local, au niveau du point de charge, au niveau de la borne, quand on a 2 points de charge sur la même borne, au niveau de la station, quand on a plusieurs bornes sur la station, et puis surtout aussi grâce à l'interconnexion maintenant qu'on a du DDA. Combien de voitures sont présentes, quelle puissance chacune peut accepter, quelle est la puissance disponible de la station ou même du point de raccordement électrique, hein. Par exemple, le gestionnaire de borne peut nous envoyer également des profils de charge à distance. S'il considère que l'énergie actuellement produite électrique est fortement carbonée, il peut nous dire non, non, là sur ma station, je veux que tu réduises la consommation globale pour réduire mon coût de taux de carbone sur ma consommation électrique. Ou au contraire, il peut réaugmenter la puissance en temps réel pour une énergie plus verte. Donc c'est autant de paramètres également qui sont pris en considération par des logiciels internes, nous, à la borne. Donc au final, un CAPEX maîtrisé et un OPEX sous contrôle. Super. Là, c'est une petite image qui est assez intéressante, qui montre le temps de charge en fonction de la puissance. Et donc on voit effectivement, et c'est pour ça hein, qu'on a cette granularité dans les bornes et dans une précision du compteur pour limiter le nombre de références. Parce que bon, là, la partie verte, finalement, on est sur une charge AC, donc Oui. de voitures, de voitures, donc on voit qu'on est sur des charges très lentes, et c'est normal, c'est le but. Et puis, dès qu'on va aller sur des charges un peu plus rapides, et ben effectivement, on va réduire le temps de comment? De recharge. Mais finalement, avec une borne qui va être plutôt rapide pour une voiture, bah pour un camion, on va être vraiment très lent. Et donc, c'est pour ça qu'on a sorti, enfin, que les bornes de recharge sont Mega Charging Station se développent. Et c'est pour ça que du coup, on a ce nouveau compteur qui va permettre de charger. Et j'en ai pas parlé, j'ai pas parlé trop des performances du compteur 1500 ampères, 1500 volts. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'usage aussi avec les camions est un petit peu différent. Vous pouvez pas vous permettre de charger un camion à pleine puissance pendant 10 minutes et puis finalement de perdre de la puissance parce que le compteur chauffe. Et c'est là où, pareil, je disais, un compteur n'est pas qu'un compteur, c'est qu'il y a effectivement la puissance affichée, mais l'EM garantit la performance en continu. Ça veut dire qu'il y a pas de dégradation de la performance de la borne parce que le capteur aurait chauffé parce qu'il travaille en continu. Donc ça veut dire que votre camion, il va pouvoir charger votre borne, elle va pouvoir charger au maximum. Et c'est vraiment important et c'est pour ça que l'EM est quand même reconnu là-dessus, c'est qu'on cherche à faire de la qualité, mais la qualité, des fois, c'est un terme assez large. Et ça, c'est un exemple qui montre que, bah oui, quand on a un compteur qui affiche une certaine performance, et ben on veut que ce soit cette performance-là en continu. Voilà. Et ça a été un travail important de la part de nos équipes R&D. Ça, je le confirme effectivement, Jérémy. Nous, dans la conception de nos super chargeurs, donc notamment 1 MW actuellement notamment pour les camions électriques, on s'est posé beaucoup de questions d'intégration, de dimensionnement sur beaucoup de matériel dans la ligne du passage du courant, jusqu'au cordon de charge, hein. C'est malheureux de devoir brider la puissance du chargeur à cause d'un cordon de charge qui est en plein soleil, par exemple, ou qui a très chaud. Pour vos compteurs, la question ne s'est même pas posée. J'ai envie de dire, c'était plutôt plug and play. On a suivi les préconisations de montage et il n'y a pas eu besoin de remettre en doute le fait que le compteur pouvait tenir l'endurance
un véhicule, une voiture électrique, là, on va avoir plutôt une cloche de charge, un pic de puissance éphémère, on va dire. Le camion, lui, il va être capable de prendre une puissance constante, forte, pendant très longtemps. Donc là, on a vraiment une course à l'endurance sur le camion électrique. Cependant, il ne faut pas croire que le camion électrique nécessite forcément des chargeurs au mégawatt, beaucoup de puissance. On travaille également sur des solutions de dépôt pour les camions. Comme on le voit ici sur l'image, un chargeur 40 kW qui chargerait une voiture électrique mettrait 45 minutes pour charger 60% environ de sa capacité. Le camion, lui, qui a 10 fois plus de capacité de batterie, donc un réservoir, on va dire, plus gros, on mettrait 10 heures. 10 heures, ça va très bien pour charger la nuit lentement le camion et assurer qu'il est chargé à fond. Et c'est là tout l'enjeu, c'est d'avoir des solutions de puissance et dans ces solutions de puissance, d'avoir aussi les compteurs qui aient la flexibilité, la finesse de mesure et également quel que soit le lieu géographique et où le climat. Yes. Très bien. Bah, merci beaucoup. C'était le dernier slide. Moi, si j'avais juste un commentaire à faire, donc on a réussi à faire des très bons compteurs, les deux générations des CBM et des CES, parce qu'on est, voilà, on est proche de nos clients. Donc merci Box par rapport aux discussions qu'on a pu avoir. Si on a des clients potentiels dans l'auditoire, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On est vraiment intéressés pour avoir ces échanges constructifs, pour faire des produits qui conviennent au marché, qui vous conviennent à vous. Donc n'hésitez surtout pas voilà, à nous proposer d'avoir ces échanges-là. On est toujours intéressés. Et puis voilà, on reste disponible. Merci beaucoup. J'espère que Alors, ce webinaire vous a plu et n'hésitez pas à poser toutes vos questions. voilà, c'est effectivement Merci. pas tout à fait fini. Donc, effectivement, il y a eu des questions. Il y a des questions dans le chat réservé aux questions. Donc, deux solutions. Soit je les pose, soit Monsieur Everaer, pardon, désolé, monsieur, vous pouvez les poser. Il y a aussi Monsieur Fauché, Monsieur Jean-Paul Gobert et Monsieur Bertrand Hibert qui avaient des questions. Vous pouvez les poser en direct. Voilà, monsieur. Vous pouvez les poser. Ok. Du coup, je commence. Évrard, du coup, pour la petite histoire. Désolé, monsieur. Ouais, il Mes n'y a pas de excuses. souci. Mon prénom se fait tuer au moins une fois par semaine. Enfin, mon nom de famille plutôt. J'en suis Euh, témoin, coupable. Moi, ma question, c'était savoir si les bornes que vous proposez, parce que j'ai vu sur les quelques schémas qu'il y avait forcément un étage de conversion entre l'alternatif et le continu pour pouvoir se raccorder au réseau. Je me demandais si vous aviez des produits qui pouvaient se raccorder directement en DC sans passer cet étage de conversion AC-DC. Ok. La réponse à cet instant est non. C'est des sujets qui sont souvent discutés avec des clients. On travaille activement plutôt actuellement sur l'interconnexion avec du stockage batterie, mais du stockage local. Ce stockage, il serait plutôt interconnecté via le réseau AC, donc une batterie tampon qui vient justement satisfaire les pics d'appel de puissance de la station de charge. Donc aujourd'hui, pas de solution clé en main, j'ai envie de dire, pour du DC direct. Si je Ok. peux répondre en complément, peut-être aussi parce que enfin là je ne veux pas parler pour EVBox, mais le réseau de DC n'est pas encore tout à fait mature. Donc je pense que j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose, une problématique technique. Nous, en tout cas, sur le compteur est capable d'être alimenté en DC directement. Voilà. Donc, Ah, ça marche. voilà. Et Jérémy, tu peux mentionner que le compteur est bidirectionnel Tout à fait. pour les systèmes de stockage. Tout à fait, il est bidirectionnel, donc ouais, effectivement, donc ça veut dire que demain, si vous voulez faire du véhicule to grid, c'est possible aussi. Donc en fait, c'est un compteur qui est déjà à jour, je dirais, pour les prochains défis. Ça marche, merci. Et qu'on voit aussi dans certains cas d'usage pour les applications de stockage batterie. Sur les liens courant continu, justement, où il y a besoin de savoir ce qui se passe en injection réseau et en stockage. Ça, c'est tout à fait à jour pour le coup. On a Monsieur Couet, Lias, il me semble, qui a levé la main. Qui est en mute. Je vous laisse enlever le micro. Alors,
Est-ce que vous arrivez à enlever le micro? Est-ce qu'on passe à la prochaine personne en attendant? C'est bon, ça y est, je vois. Ah oui, excusez-moi, c'est que juste ça a coupé le son, donc j'ai pas pu. J'entendais plus. Désolé. Donc Sébastien Coé, Université de Poitiers, hein, je suis enseignant-chercheur, plutôt spécialisé dans les batteries. Donc vous avez parlé de stockage, du coup de la notion de récupération d'énergie sur les batteries. Est-ce que vous envisagez aussi des produits bidirectionnels avec le réseau? Vous savez que maintenant, il commence à y avoir des véhicules qui sont bidirectionnels en charge-décharge, hein. J'imagine peut-être qu'il y a des flottes d'entreprises qui seraient intéressées à jouer avec cette bidirectionnalité entre le réseau et puis les véhicules, quoi. Voilà, merci. Merci pour votre question. Donc, au niveau des fonctionnalités V2X, donc véhicule to grid, véhicule to home, etc., bien que nous ayons les capacités techniques de le faire, aujourd'hui, c'est pas notre priorité. C'est un marché qui démarre. C'est des normes qui sont pas tout à fait encore figées. On le voit avec certains constructeurs automobiles français, hein, qui essaient de faire bouger les normes sur du véhicule to grid en charge AC, par exemple. On a du mal à concevoir que sur des stations de puissance, on va laisser un véhicule garé sur la place de parking, prendre du temps à se décharger, alors que nos clients, nos gestionnaires de site, eux, ce qu'ils veulent, c'est charger rapidement, sortir la voiture pour en avoir une autre, et surtout pas faire des voitures, ce qu'on appelle les voitures ventouses. Donc aujourd'hui, cette question, cette demande, elle existe déjà dans nos têtes par d'autres clients. C'est des projets particuliers, projets spécifiques, pas forcément de forte puissance, et pour lesquels aujourd'hui, on n'a pas encore positionné de produits dans nos catalogues parce qu'on ne le conçoit pas sur du court terme en tout cas. Ampère, lui, est capable, mais effectivement, en fait, c'est vraiment une question de volonté de marché plus que de capacité technique. Oui, je me doutais bien. Je vois bien les nouvelles, Renault 5 là, qui sont bidirectionnelles, mais je vois pas trop d'installations dans ce Voilà. sens-là. Donc voilà quoi. Pour, Et en plus, d'un point de vue abonnement, je suis pas sûr que c'est non plus ça a vraiment évolué dans ce sens. Voilà, donc je veux pas rentrer dans les dilemmes de charger, décharger la batterie, donc cycler la batterie, faire vieillir une batterie qui peut vous appartenir ou être en location, etc. Sachez par exemple que EVBox a travaillé avec Renault il y a quelques années. Ils avaient modifié leur Renault Zoé pour être véhicule to grid avec nos anciens chargeurs, qui n'est pas dans le portfolio actuel, mais on avait modifié notre chargeur, on déchargeait la voiture à 36 kW sur le réseau électrique. C'était déjà en 2015 ou 2016. Voilà. Et ce n'est pas pour autant qu'on a souhaité mettre ces produits dans nos portfolios. Voilà. Merci beaucoup. Gobert. Merci, Monsieur Gobert. Oui, bonjour, Jean-Paul Gobert, je suis aussi professeur à l'Université de Poitiers. Juste, je voulais rebondir sur la première question qui me semblait intéressante. À partir des réseaux DC ou des réseaux AC, vous mettez vos bornes. Et je voulais savoir si, vu les courants qui sont en jeu dans ce type de recharge, au niveau des convertisseurs, est-ce que les rendements, est-ce on peut avoir une idée des rendements d'une borne entre en partant de l'AC pour en faire du DC et puis si on faisait du DC-DC, et est-ce que vous avez fait cette évaluation et est-ce que les rendements les niveaux de rendement peuvent être un critère de choix pour vous? Très bien. En 2025, en interne, au niveau R&D chez nous, un des 3 principaux points d'amélioration de nos chargeurs a été le rendement. Le rendement parce que c'est directement lié au retour sur investissement, à l'amélioration des retours sur investissement de la station en global. Cependant, le rendement global de la station, il y a plusieurs facteurs. Quand nous, fabricants de bornes, on préconise de câbler les bornes en cuivre, et que l'installateur, pour réduire les coûts, câble en aluminium, donc augmente les pertes globales de la station,
on ne peut pas s'y opposer. On rend notre borne compatible à ce type de câblage. Et pourtant, il faut que nous, on fasse comprendre à notre client, celui qui achète la borne et qui va payer l'installation, que sur le long terme, il va le payer cher, au sens propre, au sens figuré. Et c'est dommage. Donc déjà, le rendement global de la station, ce n'est pas que la borne. Dans la borne, on a le convertisseur de puissance qui convertit l'énergie AC en courant continu DC. Aujourd'hui, donc avec l'arrivée des nouvelles technologies, donc je pense notamment à des transistors en carbure de silicium, c'est ce que les technologies que nous utilisons dans les convertisseurs, on a atteint actuellement des conversions d'énergie de l'ordre de 97,6, 97,8%, c'est l'ordre de grandeur des convertisseurs que l'on monte actuellement dans nos chargeurs. Si je ramène un nombre, une addition de convertisseurs dans mon chargeur, que je commence à rajouter des éléments, hein, des fusibles, des contacteurs, des bus bars, un cordon de charge, hein, un cordon de charge qui va lui-même perdre. Voilà, nos clients nous demandent d'avoir des câbles longs. Oui, mais un câble long pour charger loin la voiture, c'est aussi des pertes qui sont rajoutées. Et ça, nous, on l'explique, non, vaut mieux un câble court. Donc, je ne peux pas donner un chiffre brut. Par contre, voilà, partant du principe que le rendement de la chaîne de conversion est à 97,6, on va dire, on est forcément en deçà de ça, mais on est sur la station globale supérieure à 95%, pour donner un ordre de grandeur. J'ai déjà vu, moi, une borne sur aire d'autoroute devoir être câblée à 200 mètres de son point de raccordement électrique, passer les câbles sous la route, sous l'autoroute, aller sur l'aire de repos qui est à l'opposé à 200 mètres pour pouvoir avoir son point de raccordement électrique. Ça crée des pertes que nous, on ne maîtrise pas, malheureusement. Voilà. Et c'est les défis qu'ont nos clients, justement. Comment optimiser cela. On en arrive, nous, à avoir des sections de câbles qui deviennent de plus en plus grosses dans le chargeur. Quand vous faites une démonstration sur un salon, ben voilà, vous mettez une petite section de cuivre parce que le câble est court et tout va bien. Et une fois que vous allez sur le terrain, finalement, le câble a doublé, triplé de sections pour justement diminuer la chute de tension et donc les pertes à mener dans la station. Donc, c'est un enjeu clé. Et donc, nous, effectivement, quand on parle de rendement, on voit plus le rendement de la borne. Là où on a des concurrents qui sont un peu plus malins, qui parlent du rendement du convertisseur interne, mais pas du rendement de la borne. C'est ça, d'accord. Et là, votre solution DDA semble plutôt bénéfique, puisque là, vous avez quand même optimisé, en tout cas, les longueurs de câble et l'architecture. Alors voilà, et quelque chose qui améliore le rendement, parce que voilà, je peux vous exprimer avec le bout des doigts que les courants en jeu sont moindres, que le rendement est meilleur. En fait, qu'est-ce qui se passe? La voiture, quand on va se brancher sur un chargeur, on va d'abord consommer localement la puissance de ce chargeur sur lequel la voiture est branchée. Et si on a besoin de plus de puissance, on va chercher le résidu ailleurs. On n'est pas comme une architecture décentralisée où tout le courant de la voiture passe par un long câble jusqu'à la power unit. Et là, si elle charge à 500 ampères, j'ai 500 ampères sur des dizaines de mètres qui vont passer. Là, je vais éventuellement fournir 300 ampères localement et je vais chercher 200 ampères à la borne qui est juste à côté. Voilà. Ok, parfait. Ok. Merci beaucoup en tout cas pour ces éclaircissements et ces réponses. Merci bien. Merci pour votre question. Merci. Il y avait une autre question de Monsieur Ibert. Oui, bonjour, merci en tout cas pour vos présentations, c'est très intéressant. J'avais une question, donc pardon, je me présente rapidement à Cajoule. Donc nous, on est conseil énergie-climat, on travaille sur tous les sujets de l'énergie, dont la mobilité décarbonée. Du coup, j'avais une question là sur la DDA. Donc on a un véhicule qui se charge, donc j'ai compris que s'il n'y a personne à côté, il prend toute la puissance. S'il y a un autre véhicule qui vient et qui commence la charge, comment ça fonctionne? Est-ce que chacun prend la moitié? Est-ce que c'est piloté par la borne? Est-ce que il y en a un qui a mis qui chargerait pendant 2 heures et puis l'autre pendant 1 heure? Enfin, je ne sais pas comment c'est piloté. Alors, je vais commencer simple. Tout est possible, tout est configurable. Pourquoi tout est possible, tout est configurable? Parce que nos clients n'ont pas le même besoin et il y a toujours des besoins nouveaux, etc. Donc, je vous ai parlé furtivement d'une intelligence logicielle en interne qui regardait la puissance que pourrait demander chaque voiture branchée, combien de voitures branchées, quelle est la puissance de la station.
Et donc, on a une gestion d'énergie, on appelle ça le EMS, Energy Management System, dans notre chargeur. Et donc, on a des choses simples. Premier arrivé, ce qu'on appelle FIFO, premier arrivé, premier servi. Donc, le premier prend tout, le deuxième, il est moins prioritaire. Donc, sur le bout des doigts, je vais vous dire, on va faire 2 tiers, 1 tiers, voilà, par exemple. On peut avoir plutôt du split share. Donc là, une voiture prend tout, 2 voitures, on coupe la part en deux, paf, 50-50. On va avoir du fair share, donc équitable. J'ai une voiture sportive, grosse batterie qui arrive. J'ai ma petite citadine électrique. On comprend qu'elles ne vont pas consommer la même chose, elles n'ont pas la même performance. Et bien là, le chargeur va regarder les performances de chacun et de manière proportionnée par rapport à leur capacité de charge, il va essayer de manière proportionnée à mettre 3/4 de la capacité du petit véhicule sur le connecteur de droite et l'équivalent en pourcentage sur le véhicule de puissance. Ça, c'est calculé en temps réel. Au moment du branchement d'un véhicule, au moment du départ d'un autre véhicule, c'est réajusté pour toujours maximiser le flux d'énergie et la consommation. La borne est configurable à la mise en service du chargeur, mais aussi en temps réel. Nos clients, nos gestionnaires de sites ont, notamment par le lien de connectivité, donc par l'OCPP, d'envoyer des commandes en temps réel, de changer en temps réel la manière dont fonctionne la station. Pour la nuit, pour la journée, pour un événement, pour une flotte d'autopartage de taxi ou autre, une flotte de taxi, pardon, tout est configurable. Et la limite est le grain de 40 kW que je vais avoir sur mes convertisseurs. Je vais pouvoir me passer et me mettre des multiples de 40 kW de finesse entre mes desservissements de puissance au sein d'une borne ou d'une station. Ça répond à votre question? Oui, très bien, très intéressant. Et j'avais juste une deuxième petite question. Est-ce que vous avez des demandes des clients pour associer aux bornes d'essai là, du photovoltaïque? Et comment vous configurez le photovoltaïque? Ouais, donc ça rejoint un peu la première question de raccorder du DC, voilà, du courant continu, qu'il soit sur du stockage batterie ou sur de la sortie photovoltaïque, ou l'association des deux, du photovoltaïque qui va sur la batterie qui est connectée. Donc là, aujourd'hui, la solution passe forcément par un lien avec le réseau AC, donc des inverteurs qui viennent réinjecter en triphasé sur le réseau électrique, et donc une synchronisation entre l'inverteur du photovoltaïque et la borne de charge. Donc une synchronisation, qu'elle soit un dialogue, une discussion, un bus de communication, ou qu'elle soit justement pilotée par nous des moyens que l'on propose. Et d'ailleurs, c'est des solutions de mesure. On vient mesurer la consommation électrique d'un point de raccordement. La borne est configurée pour savoir que ce point de raccordement, par exemple, il fait 1000 ampères. Nous, on a un capteur qui mesure la consommation d'un bâtiment, de toute entité qui est connectée sur le même point de raccordement électrique que la borne. Et donc, on va faire l'inverse d'un délestage, en fait. C'est-à-dire que, c'est un délestage finalement, mais ce qui va rester entre les 1000 ampères que l'on connaît capable du point de raccordement et les 300 ampères actuellement consommés, on sait qu'il y a 700 ampères disponibles pour la borne. Et au fur et à mesure que le photovoltaïque injecte dans le réseau et donc que la consommation bouge en fonction du nuage qui vient de passer, par exemple, la borne en temps réel va également moduler sa puissance au niveau de ces différents points de charge sur la station. Donc aujourd'hui, on travaille plutôt de cette manière-là. Ouais, il n'y a pas de configuration où, entre du PV donc en continu, des bornes de stockage en continu et directement relié vers les bornes en continu? Alors ça, voilà, je rejoins la première question. Pas en courant continu qui rentre directement dans la borne. Ça sera du courant continu qui va se remettre en courant alternatif sur le réseau électrique, sur ce même réseau où la borne est branchée. Voilà. Ok. Mais ça, c'est envisageable à moyen terme ou c'est pas du tout envisageable? Techniquement, on sait faire, mais aujourd'hui, pour nous, c'est pas forcément le marché le plus porteur. Voilà. Ok.
parce que du coup, j'ai la sensation que ce sujet vous intéresse beaucoup, Monsieur Tout à Hibert. fait. Qu'est-ce que vous On pourra avez, discuter vous avez quelque éventuellement, chose derrière la tête, j'ai l'impression. Non, C'est des choses que vous avez oui, déjà oui et vues non, mais ou... rien de concret en tout cas. Mais c'est des sujets qui sont intéressants pour limiter les pertes en tout cas et rouler plus vert que ce qu'on peut rouler. Bref. Eh bien, écoutez, merci pour ces échanges. J'imagine qu'il y aurait d'autres questions. Effectivement, j'en vois une de Monsieur Monsieur Fauché. Fauché. Allez-y, on va faire une dernière question parce que c'est passionnant pour tout le monde. Donc, on va terminer sur cette question-là. Monsieur Fauché, s'il vous plaît. Vous êtes en mute peut-être? Oui, vous êtes en mute, Ouais. on ne vous entend pas. Vous pouvez activer votre micro. Alors, je n'ai pas moyen de le faire, si ce n'est. Peut-être que Si vous pouvez écrire Monsieur votre question. Hein. Fauché avait posé une Ouais, question. Elle est vous dans le m'entendez? chat. Hein. Oui, on vous entend. Ok, oui, bonjour à tous, merci de cette présentation. Donc, Dominique Fauché, je suis responsable commercial pour la DR West pour Eiffage Energy System. Donc ma question, elle était relativement simple. Je voulais savoir si notamment les produits EVBox et vos chargeurs DC sont-elles des chargeurs qui sont ouvertes de façon avec un protocole ouvert, de façon à intégrer ça dans un dispositif de microgrid, de façon à manager intelligemment l'énergie et notamment l'énergie électrique dans un écosystème où on va pouvoir retrouver la consommation d'un bâtiment, une production photovoltaïque, des bornes IRVE et une solution de stockage, sans parler de l'interface sur l'achat énergétique sur des marchés spot. Voilà. Donc, je voulais savoir si votre borne était ouverte et manageable quelque part. Merci pour cette question. Donc, effectivement, on propose déjà des solutions d'interconnexion pour faire la gestion d'énergie en temps réel. Donc, je vous avais dit qu'on pouvait la piloter à distance par la connexion OCPP. Donc, ça, c'est ouvert. Hein, la connexion OCPP, c'est standardisé entre les fabricants de bornes et les gestionnaires de sites. Mais on a également conçu des solutions d'interconnexion sur des protocoles RS485 ou notamment en mode bus, où on peut avoir un gestionnaire d'énergie client qui pilote le chargeur, qui donne des ordres de réduction, d'augmentation de puissance. Donc ça, c'est des choses que l'on a déjà fait. On sait proposer des solutions et on sait également s'adapter à des solutions clients déjà existantes. Donc la réponse est oui, on serait heureux d'écouter votre demande plus en détail. D'accord, ok. Merci de votre réponse. C'est vrai que on essaye, nous, de trouver, en tout cas dans la partie, on a des plateformes numériques qui permettent de piloter et on est en train d'avoir des solutions de management, mais faut-il quelque part que dans tout ce qu'on veut mettre en œuvre sur les usages et le management des usages qui sont propres à toute société, hein, comme vous le disiez, il y a des sociétés qui font du transport, qui vont vouloir recharger très très vite, choses comme ça, mais il y a aussi des cas d'usage, des sociétés qui disposent de véhicules électriques qui sont entre autres le week-end, qui sont sur leur parc et qui pourraient éventuellement aider à la recharge de solutions de stockage quand vous intégrez là-dessus des notions d'achat de l'énergie électrique sur des marchés spot, hein, avec des plages de prise qui vont être intéressantes à certaines heures pour le coût de l'énergie qu'il va falloir aller acheter sur le réseau de distribution
au-delà de ce qu'on peut produire sur place. Donc, on essaye de réfléchir à tout ça, mais faut-il que ça soit interfaçable et que ça soit manageable. Et je vous rejoins, Monsieur Frigo, que nous, ce qu'on développe comme solution, c'est que ça soit manageable, mais non pas sur la partie DC, mais sur la partie AC. Puisque ça va être le lien entre tous les éléments de ce microgrid, quoi, quelque part. Tout à fait, tout à fait. Non, mais on est en phase avec ces sujets-là. On a des solutions depuis très longtemps et on propose de nouvelles solutions également dans nos catalogues, donc des options, des features qu'on rajoute à un chargeur standard, mais qui sont ouvertes et pour lesquelles on attend les demandes. Voilà, parce qu'on a conçu beaucoup de moyens de maîtriser ces flux d'énergie, mais c'est souvent des cas particuliers. Et on se rend compte, là, voilà, à ce webinaire, on parle beaucoup de connexion en courant DC, mais nous, on voit plutôt la gestion du courant AC déjà sur des réseaux existants qui est déjà un bel enjeu. Ouais. Merci, oui. Et je profite de cette prise de parole là pour. Je crois que Monsieur Hibert, vous êtes de la société Aquajoule. Aquajoule. Oui, Aquajoule, oui. Ah oui, oui, merci. Aquajoule, hein. Oui. Si vous voulez qu'on échange au-delà de tout ça sur du management, n'hésitez pas à m'appeler, hein, ou à prendre contact auprès de moi. On pourra déjà échanger sur l'approche de solutions globales qui sont en place, et notamment sur notre agence de travaux d'Eiffage Énergie Système qui va être en place opérationnelle d'ici un mois à Montaigu-Vendée. Ok, très bien. Mais je vous recontacterai. Ok, merci bien. Merci, Monsieur Fauché. Ouais. Eh ben on va clore ce webinaire. Il fut apparemment très intéressant. Du coup, il y a eu beaucoup de questions. Je remercie Monsieur Balboni, Monsieur Popardin du LEM et Monsieur Frigo des Forbox. On vous transmettra la présentation qui a été faite à l'ensemble des personnes qui ont participé à ce webinaire-là, plus ceux qui n'ont pas pu y participer. En l'occurrence, vous pouvez aussi vous rapprocher des intervenants. Ce sera avec plaisir. Ils répondront à vos questions. Le but, effectivement, nous, c'est de vous mettre en relation. Il y en a une demande de mise en relation d'une personne qui est partie de SmartSign, mais en l'occurrence, on vous mettra en relation tous, puisque visiblement, il y a eu beaucoup d'échanges suite à ce webinaire-là. Je vous remercie beaucoup et puis vous souhaite une très bonne journée et une très bonne fin de semaine. À très bientôt. Merci à tous votre participation. Merci. Au revoir. Merci, Merci. très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci Merci, à au vous, revoir. merci pour cette présentation, enfin ces présentations. Merci, oui. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.